Cette histoire commence avec un groupe de calèches se dirigeant quelque part. La petite fille dans la calèche a demandé à l'homme de la regarder en lui demandant s'il avait 12 ans vieille parce qu'elle avait 2 ans, se demandant qui serait le plus jeune frère ou la plus jeune sœur pour le garçon n'avait pas d'importance et si elle le voulait, elle pourrait être plus âgée. Alors la petite fille murmure que c'était très fastidieux, le garçon dit à son tour qu'elle pourrait alors être la sœur cadette mais elle demande quand elle a dit qu'elle voulait être la plus jeune parce que la chose la plus importante à partir de maintenant était qu'il serait une famille laissant le garçon surpris par les paroles de la fille pensant que maintenant il devenait une famille avec des étrangers mais il avait aussi une famille avant son nom est. Boris Gimon le deuxième fils de J.K. et Jim le seigneur du Ward travaillait il y a 12 ans à la résidence Gemant un enterrement avait lieu et un homme accueille le protagoniste en disant que c'était dommage que lui seul soit à ses côtés cette nuit-là, car il pouvait voir que sa famille était hautement reconnue dans le monde des arts martiaux et il était sûr qu'il grandirait pour devenir un guerrier courageux qui hériterait de l'armure et de l'épée transmise par la famille. Les trésors appelés Hivernant et Garde-Neige, son frère aurait dû partager avec lui en mentionnant que la dame de la maison était décédée et le jeune maître pourrait détester les prochains enfants. Mais Hygin était très gentil et sûr qu'il donnerait de l'amour et de l'affection, alors Porus a dû survivre dans cette nation où d'innombrables personnes meurent chaque jour à cause des révolutions. Son oncle avait été exclu de la famille et rêvait maintenant du jour où il pourrait se venger et perdre la vie à tout moment à cause de cette révolution, même si c'était un bain de sang. Est arrivé dans sa famille où si quelqu'un cherchait le trésor, il ne devrait pas s'inquiéter. Un survivant parmi eux le ferait cherche définitivement à se venger, le gon ne devrait jamais oublier l'amour et la gentillesse. Boris était celui qui devait survivre jusqu'à la fin de ce monde douloureux parce qu'il était l'élu revenant au protagoniste. Ahmad dit qu'il y avait un esprit dans le lac Émira et quoi qu'il arrive, il ne devrait jamais s'approcher de ce lac. Cet endroit était visible depuis le propriété la nuit, surtout pendant les nuits d'orage, ses yeux brillaient dans le noir. Se nourrissant de ceux qui osaient approche pour cette raison, il ne devrait jamais aller à ce lac le lendemain. Le protagoniste dit à l'autre homme ce que la servante avait dit que l'homme avait dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet parce qu'il était là pour le protéger. C'était Yevin l'aîné le fils de la famille Jim remarque que le sourire de son frère est plus brillant et se demande pourquoi il semble que quelque chose n'allait pas se levant. Son frère dit qu'il était temps de s'entraîner à saisir une épée. Le garçon commence à pratiquer l'escrime. Jin dit qu'il devrait s'assurer d'être à portée car il balançait l'épée trop loin en mentionnant que sa forme n'était pas mauvaise tout en continuant à entraîner le garçon. Le protagoniste avançant vers son frère finit par tomber entre-temps de les gens regardaient les deux frères et l'homme dit que Yin aimait son jeune frère, mais cet homme ne semblait pas l'aimer. Comme ça, en disant que c'était pathétique pour quelqu'un qui était adhérent à la famille qui était Juck et Jim, le chef du gang la famille remarquant quelque chose, un homme semblait être en alerte pendant que les deux frères continuaient à s'entraîner et le protagoniste pense que ce sentiment continue de se demander pourquoi cela se produit, puis Yen frappe accidentellement le garçon qui commence à s'excuser, le protagoniste pense à son tour que c'était la première fois qu'il ressentait la sensation de quelqu'un essayant de tuer le juste après que le garçon s'évanouisse, un autre homme apparaît en disant que c'était urgent et qu'il ne devait pas retourner à la maison familiale parce que elle de Jim avait renvoyé le protagoniste. Ce sentiment étrange ne pouvait pas être contrôlé parfois, il devenait actif et se transformait en une forme de foréoing pendant ce temps. Un homme se disputait avec le chien en lui demandant s'il avait oublié son maître après si longtemps dans le bureau de la famille. L'un des domestiques appelle le chef pour lui demander s'il doit le laisser lui et laissant l'homme entrer. Il entre bientôt dans la pièce en disant que cela faisait longtemps que Vladjiman était un plus jeune frère de Jeren continuant la tête dit que cela faisait longtemps qu'il l'avait expulsé et a été surpris de voir qu'il était vivant en pensant qu'il ne savait pas pourquoi son frère était revenu et s'il était allé là-bas pour mourir. En regardant autour de lui l'homme dit que rien n'avait changé à cet endroit. La seule différence était que les choses semblaient plus anciennes, demandant à offrir un boire parce qu'il est arrivé tôt le matin pour avoir une conversation avec lui assis à la table. Les deux ont commencé à boire. L'homme demande s'ils se souvenaient quand ils étaient jeunes dans le champ plus long.
Ils s'entraînaient à l'escrime où ils se rappelaient même du confort de leurs épées. À cette époque ils ont séché l'entraînement pour jouer dans les Hills, mais il a fini par être réprimandé par leur père pour ne pas s'être comporté comme le fils aîné. Le chef demande à son tour ce qu'il voulait. L'autre homme dit qu'il était très impatient, mentionnant que le prince Kong était après lui et deviendrait le chef élu lors des élections cette fois-ci. Lorsque cela se produira, ceux de l'autre le côté du prince sera ennemi. La raison pour laquelle il était revenu était d'assurer la survie de sa famille, mais pour le chef si c'était tout ce qu'il aurait dû laisser au manoir. Puis l'homme dit que le manoir ne lui appartenait pas entièrement parce que leurs parents le leur ont transmis à tous les deux. Le chef demande s'il avait oublié ce qu'il avait fait à cause de lui. Leur sœur était morte. Puis l'homme lui dit de réfléchir soigneusement et si c'était sa faute, continuer à parler. Une tête dit que si ce n'était pas pour ses sales stratagèmes, elle serait toujours en vie avec son fiancé. Mais pour l'homme, ce fiancé était un fou qui avait tué sa propre femme, la tête dans la tête. À son tour, il jette une boisson au visage de l'homme en lui demandant s'il a osé donner une telle excuse devant lui, puis l'homme dit que même après tout ce temps, il était toujours le même. Les gens de traite sont très têtus et se divisent en plusieurs factions, se demandant s'il pensait que ses enfants seraient différents dans cette maison, affirmant que c'était sa dernière chance puisqu'ils étaient frères. A décidé d'y aller pour pardonner toutes ses erreurs et le chef élu Khan fermerait également les yeux sur les choses qu'il avait fait. La seule chose qu'il avait à faire était de quitter le manoir. Le chef dit que même si tu étais tué, tu ne le ferais pas donner lui n'importe quoi. Puis l'homme commence à quitter la pièce en disant qu'il verrait combien de temps cela durerait en regardant par la fenêtre. Le chef de famille dit à l'un des serviteurs de commencer les préparatifs car il était temps de résister au retour du protagoniste avec son frère. Il demande si papa ouvrait la porte. Son frère dit qu'il était temps d'utiliser le kit d'hiver, une armure pour assassiner le seigneur territorial d'un autre pays, le garde des neiges et l'épée obtenue en tuant ennemi dans 30 ans. L'hiver, un trésor de la famille Jaman transmis de génération en génération, un équipement d'hiver que seul le guerrier de guerre le plus fort pouvait posséder, car au fil des siècles, ces équipements ne sont restés que des rumeurs mais maintenant ils vont entre les mains de leur maître comme équipement. Le flashback au début de l'année apparaît avec leur père montrant quelque chose à Yevin. Pendant ce temps, le protagoniste les observe parler du trésor de famille qui son arrière-grand-père et son fils ont obtenu en vainquant d'innombrables ennemis. L'hivernant et le garde-neige ensemble, il s'appelait le kit d'hiver. Yin est surpris car les rumeurs à ce sujet étaient vraies et le chef dit que même si lui je ne le savais pas alors le silence avait été efficace. Son grand-père avait passé une personne avadée à lui dans le j'espère travailler ensemble mais il avait tort. Le kit de neige ne montre une véritable puissance que lorsqu'il est utilisé ensemble, car il serait vain au fil des ans. Vous devriez apprendre son rôle de cheveu de la famille et si quelque chose arrivait à la famille, il devrait fuir avec le kit d'hiver. Quoi qu'il arrive, il s'est avéré qu'il devait survivre en protégeant l'héritage de la famille parce que sa famille survivrait grâce à lui et il devrait ne le perdre pas, peu importe ce qui se passe. Pendant ce temps, le protagoniste écoutait tout en arrière-plan une épée appelée Hiver et l'armure d'hiver était le dernier trésor de la famille. Boris regardant l'épée et l'armure dit qu'ils étaient très cool et son frère demande lequel il pensait être le meilleur. Le protagoniste à son tour mentionne que l'armure doit être lourde pour que l'épée soit meilleure. Alors son frère prend l'épée en la donnant à son frère en disant qu'il je le lui donnerai quand il serait assez vieux pour en manier un. En essayant de tenir l'épée, elle était encore trop lourde pour le garçon et son frère dit que maintenant c'était son épée. Depuis ce jour son frère a toujours dit la même chose plusieurs fois et peut-être à cause de son rappel, il a commencé à penser que l'épée était vraiment la sienne, mais il n'était qu'un enfant comparé à son frère. Cette épée devrait être la sienne et il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse lui appartenir. Son frère mentionne que leur oncle avait commencé une rébellion et leur père avait tout prévu en disant qu'ils devaient faire ce qu'ils avaient prévu. Il fut un temps où Butler a parlé au protagoniste des rébellions. Une rébellion qui s'est produite au sein de la famille n'a eu que des gagnants et des perdants où il n'avait ni bon ni mauvais côté et même avec autant de morts, il n'y aurait pas de punition puisque Boris était également membre des Travées. Il comprendrait quand le moment serait venu de retourner à Yevin.
Le garçon dit qu'il le ferait emprunter l'épée puis Boris dit qu'il n'avait pas l'intention de rendre l'épée parce que c'était ses frères parce que leur père la lui avait donnée cependant son frère était déjà convaincu que l'épée n'était plus la sienne, disant qu'il la rendrait lorsque la rébellion serait terminée, même si l'épée était lourde maintenant, il ne devrait pas s'en inquiéter tellement et à l'avenir il serait vraiment capable de le gérer. Le garçon Evan dit qu'il était un guerrier en regardant par la fenêtre, un éclair de lumière apparaît, puis son frère dit que cela commençait à l'extérieur du manoir, une armée de les soldats ont marché en disant de servir le nouveau maître et d'aider à fournir à la famille Géman la tête en regardant cette agitation pense que même si cela ne pouvait pas être comparé à l'époque où son père était là. Il avait toujours les soldats GI qui juraient loyauté à la famille sur le balcon du manoir le chef. Commence à crier s'ils osent envahir Longar les soldats remarquant la tête, demandez-lui s'il se cacherait comme un lâche. Puis l'autre homme fait un cercle magique en utilisant une compétence d'observation cette magie les soldats se demandent si c'était le feu donnant l'ordre de tuer ce traître les soldats de l'autre côté sont intimidés parce que l'autre armée avait un mage. Le chef dit à son tour que la famille Jamon ne tomberait jamais amoureuse un tel tour à ce moment-là, il est surpris. En se demandant ce qu'était cette chose parce qu'une sorte de serpent géant était devant son armée qui était une invocation du royaume gelé appelé Kigal observant les troupes, il remarque que le l'archmage nommé Jaune était là. Ne croyant pas que Chon avait assigné JN à la cavalerie juste après que tout le monde ait commencé à évacuer le manoir cette créature commence à attaquer le manoir le chef pense que l'évacuation de la maison était sa priorité tandis que la deuxième escouade repoussait l'attaque, elle devait sortir le plus rapidement possible et élaborer un plan en regardant de retour. Il remarque que Hijin et son frère commencent à se disputer avec le garçon pour savoir qui resterait avec Boris en lui demandant comment il sortirait de là avec l'enfant et s'il ne savait pas ce qu'il protégeait maintenant. Rapidement, les deux se séparent le protagoniste pense que son père avait raison et qu'il serait impossible de s'en sortir avec un enfant se souvenant des paroles de son père. Il suppose que le frère devrait survivre à sa place car si c'était lui qui survivait, il ne pourrait pas protéger la famille cependant, cet étrange sentiment persistait, un pressentiment que quelque chose allait arriver à Hijin, à l'extérieur du manoir, les gens étaient courir désespérément et l'armée se battait toujours, l'autre homme dit au chef que tout le monde avait évacué en regardant en arrière, il voit que le manoir a été complètement détruit, laissant la tête furieuse se demandant comment Vlad a osé détruire-le en tant que membre de la famille, il ne lui pardonnerait jamais d'avoir dit à Tug de vérifier l'état du premier et du deuxième les escouades TL mentionnent à leur tour qu'elles étaient désavantagées comme prévu et qu'elles ne pouvaient plus utiliser le manoir le chef pleure qu'ils attaqueraient les entrées du manoir en donnant l'ordre de diviser les soldats restants. Deux des groupes se cachent dans les buissons en attendant son commandement Boris demande comment il se débrouillerait avec ce monstre qui les poursuit mais son père dit que c'était bien tant qu'il n'allait pas au manoir, ce monstre ne pouvait pas contenir d'être vivant et la moitié de son corps était dans un autre monde puis le serviteur commence à siffler semblant donner un signal près du manoir le chef demande à Boris de le suivre lui et puis retraite quand le combat a commencé, il aurait dû courir directement sur le terrain parce qu'il avait besoin de fuir le garçon confus demande où il devrait aller, son père reste alors silencieux en lui disant d'aller au lac Émira Boris nerveux se demande pourquoi il devrait y aller puisque sa nounou lui a dit qu'il y avait un esprit à cet endroit. Son père lui demande s'il est vraiment je crois qu'à cause de cette stupide rumeur, personne ne s'est approché de ce lac, mais cet endroit était plus sûr que tout autre mentionnant qu'il y aurait 3 arbres avec des troncs noirs près du lac et qu'il devrait se cacher à cet endroit car il le récupérerait après le combat. Le garçon réticent finit par accepter, puis le serviteur informe le chef qu'il était temps de donner un ordre aux soldats en regardant en arrière, il demande ce que Boris attendait, car il aurait déjà dû courir en direction de la lac Boris pense que son père doit avoir raison et que ce n'était qu'une rumeur au manoir, la bataille avait déjà lieu parmi eux, Vlad était toujours là, éliminant les soldats ennemis à la recherche de son frère, car il l'avait traité comme un criminel, excluant il l'a éloigné de la famille mais maintenant il se cachait comme un petit rat puis le soldat fait un signal à Vlad en disant que son frère était là pendant ce temps-là le groupe de tête était complètement encerclé,
Le chef continuant à vaincre les soldats demande comment ils ont osé envahir son territoire à cause de cela. Il le ferait payer de leur vie, mais V était déjà derrière lui en disant qu'il le verrait plus tard. Le chef à son tour dit qu'il avait été une embuscade. Il mentionne qu'il n'était plus la personne qu'il était parce qu'il avait maintenant vieilli, attaquant à nouveau le chef de famille. TK remarquant cela essaie d'aider, mais Vater dit qu'il le tuerait avec le tête, mais un éclair de lumière apparaît au milieu de la bataille laissant tout le monde désorienté avec ce brouillard au milieu de l'obscurité. Quelqu'un créait un cercle magique qui guérissait le chef de famille. Heureux de dire qu'ils étaient en utilisant des tactiques lâches attaquant les deux, ils finissent par disparaître, laissant Vlad furieux. Pendant ce temps, le protagoniste se dirige vers le lac Emra à la recherche de l'endroit que son père avait mentionné et trouve l'endroit que Boris pense que son père trouverait le chercher après la guerre, et la seule chose qu'il avait à faire était d'attendre parmi les buissons. Le garçon entend un bruit effrayé, se demandant ce que c'était, se demandant si c'était son père ou peut-être cet esprit, puis une aura noire apparaît derrière le garçon, où les tentacules finissent par attraper le protagoniste. Le monstre montre alors son visage, prouvant que les rumeurs étaient ce n'est pas seulement un mensonge. Boris pense que sa nounou avait raison car il y avait vraiment un monstre à cet endroit qui a déterminé le protagoniste pense qu'il ne voulait pas mourir au même moment où le monstre est découpé par un personnage inconnu qu'il a vaincu. Cette créature qui commence à s'approcher du protagoniste qui était Yémine en lui demandant pourquoi son frère était à cet endroit en train de se cacher. Garçon disant qu'il aurait pu mourir. Boris dit à son tour que leur père lui avait dit d'attendre là-bas en se demandant pourquoi son frère était également présent à cet endroit et mentionnait que leur père avait dit qu'il devait protéger le kit d'hiver. Mais Yévin il n'était pas d'accord avec leur père qui disait que la famille était plus importante qu'un simple trésor et demandait à quoi servait le trésor s'ils étaient morts. Les trésors ne pouvaient pas être protégés pour toujours. Debout, Boris se demande comment Yévin savait qu'il était à cet endroit, mais le garçon dit simplement que c'était parce qu'il était son frère et devait le protéger peu importe où il était. Puis un flash se produit en attrapant l'épaule du protagoniste. Yen lui demande de écouter attentivement en mentionnant que leur oncle n'était pas le seul ennemi et que le chef et Lucan travaillaient avec leur mon oncle était celui qui avait emprisonné tous les soldats et les mages. Cet homme désirait le kit d'hiver ainsi que la loyauté et la coopération de la famille Jin pour que cela se produise. Leur père a dû être éliminé. Mais leur père savait déjà tout cela et c'est pourquoi il les a tous les deux fait s'échapper comme seul espoir de continuer la famille. Peu de temps après, un portail apparaît avec Tulk et leur père qui en sortant se demandant ce qui est arrivé à leur père. Tulk prévient qu'il avait été empoisonné par un poison très résistant, donc sa magie était inutile, leur demandant de fuir en premier. Inquiet de savoir s'ils allaient bien, Ijin mentionne qu'une lumière est apparue puis a disparu. Et le tour devient inquiet, supposant que l'un des yeux du cœur avait été activé. Cela provoqua une scène bruyante de loin. Avec ce pouvoir, le grand mage jaune serait capable de trouver même une aiguille et une botte de foin, et puisqu'il avait vu une lumière clignoter, leur emplacement était probablement déjà exposé. ENT demande ce qu'il devrait faire dans cette situation, puis Tulk dit qu'il devrait juste souhaiter que Lux leur dise à nouveau de fuir, et s'ils comprenaient la volonté de leur père, ils comprendraient que c'était juste pour protéger la famille et les trésors. Pendant ce temps, les soldats de Vlad se dirigeaient vers l'emplacement du chef de famille. Vlad d'Antour devient irrité parce qu'ils étaient allés vers le lac Emira, l'ancienne peur des gens plus longs, dans un endroit interdit placé. Un flashback de la vie passée des trois frères de père alors qu'ils marchaient dans les champs. La seule personne il se souciait dans la maison de jeu du seul qui voyait son frère aîné et lui comme des égaux. À une autre occasion, Vad demande comment il a laissé Yenny rejoindre la famille de cette façon. Junker dit que cela pourrait être d'une autre faction mais que c'était la sienne décision et maintenant il n'y avait plus rien qu'il pouvait faire. La seule chose qu'il pouvait faire était de lui souhaiter du bonheur, peu importe le prix. Je ne pensais pas de cette façon. Quelque temps plus tard, l'homme dit à Yi que son fiancé était allé au lac Emra. La pauvre fille est surprise. Se demandant pourquoi désespérée elle va rencontrer son fiancé elle pense que cela a été un succès parce que son subordonné le ferait. Il l'a kidnappée à cet endroit et ne l'a pas laissé aller dans une autre famille, mais c'était ce qu'il avait prévu, mais les choses ne se sont pas déroulées comme il l'avait prévu.
Je pensais que quelque temps plus tard, la fille reviendrait au manoir complètement différente. Elle était devenue une sorcière à cause de son esprit. Vlad pense que son plan aurait dû fonctionner et qu'elle n'aurait pas dû s'approcher du lac en disant à son frère qu'il devrait l'appeler docteur, mais elle ne le fait plus. Appartenait à ce monde même s'il n'était pas d'accord avec cela, il avait fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. V dit qu'il n'aurait jamais pensé que cela arriverait. Parce qu'il n'a jamais pensé que cela chierait au lac Emra, le chef dit à son tour que ses excuses n'ont aucune valeur et à partir de ce jour, il ne fera plus partie de la famille Gon et donnera l'ordre à chacun de rentrer chez lui tirant son épée. Il dit que la folie due à un esprit maléfique ne pouvait être guérie que d'une seule manière, à savoir la surdité. Désespéré supplie son frère de ne pas faire cela en revenant au présent. Son groupe se dirigeait toujours vers le lac Emira dans l'obscurité. Un groupe de zombies semble désespéré. L'armée commence à fuir tandis que Flat est en train de vaincre les zombies qu'ils ont gardés, apparaissant mentionnant qu'il pouvait sentir cette odeur répugnante du lac et il mentirait s'il disait qu'il ne le faisait pas peur de retourner à Yevin. Tulp lui disait de fuir avec un protagoniste s'il comprenait les souhaits de son père. Il comprendrait que c'était juste pour protéger la famille. En entendant un bruit, le sermon dit que s'il s'approchait, il serait découvert, mais le garçon ne voulait pas partir et avec le désir de rester pour les protéger, remarquant que Vlad était proche, il mentionne qu'il pourrait être mort bientôt. Ils disent que l'héritage de la famille ne devrait pas être protégé mais utilisé pour le défendre dans un tel cas situation, se demandant si son père a compris ce qu'il essayait de dire en regardant le protagoniste. Il lui demande s'il comprit aussi en se souvenant de la conversation que son père a eue avec son frère. Il pense qu'il n'avait pas besoin de vivre seul dans un monde sans sa famille. Ijin dit à son tour qu'il devrait penser que c'était glorieux pour eux de mourir seul choix. Alors Tulk dit qu'il prendrait les devants et jusqu'à sa mort il ne devrait pas laisser le garçon dire que jusqu'à ce que ce soit le sien se tourner vers lui, il ne reculerait pas. Puis le protagoniste pense que maintenant il a compris pourquoi les yeux de son frère étaient bleus et le sourire était incroyablement. Il y avait toujours eu une étrange prémonition à ce sujet près du lac. Les quatre marchaient, dit Junker. J'ai finalement réussi à observer le lac. Le chef se souvient de sa sœur. Une voix de fond demande si c'était seulement maintenant qu'il la cherchait. C'était Vater qui disait qu'il faisait tout ça après l'avoir abandonnée en mentionnant qu'elle devrait être heureuse de voir le frère qui s'était éloigné. Junker dit qu'il ne reconnaîtrait jamais ses péchés et Valo a demandé s'il était venu demander pardon, puis la tête se dirige vers l'homme en disant qu'ils étaient déjà en retard pour cette cuve. À son tour accepte le confrontation disant qu'il se battrait jusqu'à ce que l'esprit apparaisse. Junker dit qu'il a donné sa vie et ne l'a toujours pas fait connaître ses péchés. En plus il a utilisé sa langue acérée pour transformer Yenny en un cadavre injuste semblable au monstre du lac qui était rouge. Cependant Vad n'a pas reconnu ses erreurs, se demandant si Junker le blâmait toujours pour celui-là. Celui qui avait pris ta vie n'était pas lui mais un Junker qui disait qu'il mènerait cette bataille jusqu'au bout, mais que l'esprit est finalement apparu pendant que Yin protégeait son frère des zombies. Le garçon a commencé à murmurer en parlant des bêtises, laissant le protagoniste confus en regardant la main de son frère. Il remarque qu'elle tremblait. Boris pense son père avait vraiment raison de se souvenir des paroles de son père qui disait que le kit d'hiver n'était efficace que s'il était utilisé avec une autre personne. Mentionne que son frère devrait survivre jusqu'à la fin, puis un éclair commence à sortir de l'épée attirant l'attention de Vlad. Dinin il était là, regardant autour de lui. Le protagoniste remarque que tout autour était blanc et se demande ce qui se passait sous le garçon. Un double à malveillant se cachait en disant que le garçon était très beau, puis le jeune homme se réveille remarquant qu'il était dans une forêt dans les montagnes avec son épée et un cheval parmi les collines. Yen apparaît et demande s'il s'était déjà réveillé en suggérant à son frère de boire de l'eau. En regardant le garçon, il demande si Boris va bien et s'il a fait des cauchemars. À ce moment-là, le protagoniste court dans les bras de son frère avec des larmes sur le visage. Il le serre dans ses bras avec toute sa force. Son frère le serre également dans ses bras. Le protagoniste pense que c'était très étrange parce que avant qu'il soit au lac Emra, à côté de son père, il combattait Vlad tandis que son frère combattait ses zombies en pensant à ce qui s'était passé quand il était inconscient.
Ijin dit à son tour qu'il avait besoin d'aller chercher plus d'eau pour que le protagoniste demande où ils étaient en répondant que son frère dit qu'ils étaient au nord de Longar dans une région appelée Adap Plateau sur le territoire de la famille Jem, disant qu'ils avaient monté ce cheval et que Boris s'était endormi. Mais quand le garçon demande où était leur père, Yin devient mal à l'aise en disant qu'il était allé à un autre endroit. La situation était inhabituel et c'est pourquoi tout le monde s'était séparé en lui demandant de ne pas s'inquiéter car il les contacterait bientôt en utilisant la magie. Alors le protagoniste se demande ce qu'il devrait faire. Jin dit qu'en attendant, il devrait rencontrer leur grand-tante. Le médecin, la faction dans laquelle elle était n'avait pas de mauvaise relation avec leur père, où ils pouvaient aller dans la direction de l'électeur Carcia que leur père servait. Boris demande s'il ne pouvait aller nulle part au lieu de demander de l'aide à des inconnus. Il pourrait simplement vivre une vie des roturiers. Ijin ne savait pas comment vivre de cette façon parce qu'ils avaient toujours vécu avec l'aide de nombreuses personnes qui c'était une mauvaise année, donc la relation avec les nobles ne serait pas bonne. Le garçon à son tour dit qu'il pourrait vivre tranquillement au moins jusqu'à ce que leur père les contacte. À ce moment-là, l'estomac du protagoniste commence à grogner. L'ORL dit il devrait aller dans un village voisin pour manger quelque chose dans le djinn du village et demander à la femme de chambre la permission d'entrer. En entrant dans le bâtiment, il demande une chambre, la femme dit alors que c'était 10 pièces d'or. Surpris, le préposé demande comment le garçon de cet âge avait tellement d'argent. Pendant ce temps, deux hommes observaient les deux frères et demandaient ce que les gens aimaient d'eux. Ce qu'ils faisaient là-bas. Le préposé leur demande s'ils voulaient le dîner et le petit déjeuner et ils répondent qu'ils voulaient juste ce qui était disponible, puis la femme de chambre mentionne qu'elle pensait que les gens de ce calibre ne pouvaient pas manger de la nourriture courante dans le bar. Plusieurs personnes se moquaient des deux garçons disant qu'ils ne savaient probablement rien de la vie. S'excusant pour le retard, l'autre homme apporte l'assiette de nourriture. Observant le contenu, le protagoniste se sent dégoûté car cette assiette contenait plusieurs laras vivantes tombant au sol. Boris devient désespéré parce qu'il devrait manger et les gens dans le bar commencent à se moquer du petit garçon en demandant s'il n'allait pas manger, en disant que s'il ne savait pas qu'il devait lui apprendre. Alors Ijin prend en charge la situation en leur demandant de lui apprendre à la place de son frère, disant qu'il devrait manger devant lui, convaincu que l'imbécile demande s'ils entendaient ça parce que le garçon riche voulait qu'il prenne la première bouchée tandis qu'Aran s'approche du cou de l'homme. En un instant, Yen écrase le cou de l'homme tête sur la table en disant que comme c'était une spécialité de la maison, il ne devait pas hésiter à manger, en invitant l'homme à s'asseoir à la table. Irrité, l'homme lui dit de retirer ses mains de son cou pendant que l'un prend une cuillère avec la soupe. L'homme demande si le garçon le forcerait vraiment à manger. Boris, observant les actions de son frère, est surpris par une menace. Regarde Yin, son frère, le regardant lâcher le cou de l'homme. Il dit qu'il devrait être reconnaissant parce qu'il n'avait pas assez de cœur pour forcer les autres en disant qu'il mangerait plus tard. Les deux se retirèrent, mais les autres personnes en le bar n'a pas aimé leur attitude. Se demandant où il allait, rapidement le garçon gifle l'homme qui tombe au sol. Le sol commence à menacer Ijin. Réagissant à la menace, il pense à tirer son épée mais il ne peut pas le faire et au lieu de l'épée, il jette une chaise sur l'homme. Puis le propriétaire du bar dit aux hommes d'attraper le garçon où un groupe commence pour encercler Yevin en commençant à attaquer ensemble. Pendant ce temps, il remarque deux personnes tenant son frère avec un regard malveillant. Sourit, l'homme dit qu'il aurait dû être gentil dès le début en disant qu'il avait causé un désordre lors d'une fête comme celle-là et il semblait qu'il n'avait aucune manière au protagoniste. L'autre homme dit qu'il devrait lui apprendre les bonnes manières en tenant la bouche du garçon, essayant apparemment de le forcer à manger. Ses larves viennent immobiliser, leur a demandé d'arrêter de se demander ce qu'il faisait avec juste un enfant, mais la femme dit que après son frère il serait le prochain à se demander s'il voulait manger à sa place. Rapidement le jeune homme accepte de manger la part de son frère. L'autre homme dit que s'il le voulait, il n'avait pas d'autre choix, lui demandant de prendre une bouchée et s'il refusait, il donnerait tout à son frère. Ouvrant la bouche, Ijin mange ses larves avec un regard menaçant. Le jeune homme regarde l'homme qui devient effrayé par cette détermination puis il avale ses larves en disant que son le nom était Yin Jim, fils aîné du Junker. Jim, le seigneur de Longar, défiant cet homme en duel, les gens autour sont surpris qu'il soit le fils du seigneur de Longar. À l'extérieur de la taverne,
le garçon demande à l'homme de révéler son identité parce qu'à ce moment-là, il le tuerait mais il lui donnerait d'abord une chance de se racheter pendant le duel. Il a admis sa défaite en s'allongeant face contre terre et il a juré qu'il lui ferait consommer chaque goutte de cette soupe en observant son frère, le protagoniste. Pense que même s'il l'avait déjà vu manier une épée auparavant, il n'avait jamais vu lui dans un duel mentionnant qu'il semblait être une personne complètement différente. L'autre gars à son tour devient nerveux en se demandant s'il ne le tuait pas en regardant l'épée de Yann. Les gens autour se demandent quelle épée c'était. Puis l'autre homme dit il avait déjà vu une épée comme celle-là quelque part dans le monde. Il y a une épée d'hiver, se demandant si c'était vraiment possible parce que ce garçon l'avait. L'homme pense que si ces rumeurs étaient vraies, il serait trop risqué de se battre face à face maintenant qu'il était dans cette situation. Il aurait dû frapper en premier en se précipitant rapidement vers Yevin. Le garçon défend l'attaque. L'homme se demande pourquoi il était si fort avec un regard pénétrant. Yevin l'observa lancer une attaque sur l'épée de l'homme qui finit par briser son épée. Les gens autour sont surpris par l'habileté du garçon et se demandent comment il a fait ça. L'autre gars au sol complètement vaincu dit que c'était impossible alors que Yen était déjà au-dessus de lui sur le point de lancer une autre attaque. L'homme à genoux supplie de ne pas être tué et demande s'il acceptait rapidement sa défaite. L'homme affirme qu'il faisait cela quelque temps plus tard. Cet homme à l'intérieur de la taverne était sur le point de manger cette soupe en prenant la cuillère. L'homme ouvre la bouche en mangeant ses larailles après que l'homme ait tout mangé. Appelle le protagoniste à partir plus tard dans leur quartier. Boris demande s'il s'inquiétait de quelque chose en disant qu'il était heureux, qu'il allait bien parce qu'il avait-il à gagner, mais à ce moment-là il était complètement différent. Cependant il savait qu'il n'avait pas le choix et si son père était là je le louerais sûrement. Yann dit qu'il a fait ce qu'il fallait et que personne ne le connaissait mieux que lui et qu'il avait réalisé que leur père avait raison parce qu'il ne devrait pas laisser son cœur s'adoucir avec empathie. S'il pouvait prendre soin de Boris pour toujours, il serait sûrement sûr qu'il avait un cœur gentil, mais il ne pouvait pas rester à ses côtés pour toujours car il avait son propre chemin à suivre pour trouver sa voie. Il doit devenir plus fort et il doit s'effermer pour que les autres ne sachent pas ce qu'il avait à l'intérieur. Donc si vous deviez comprendre cela rapidement parce que le monde ne le laisserait pas être faible, le protagoniste demande s'il avait décidé de retourner dans le clan en pensant qu'il avait dit cela par peur de devenir faible parce que maintenant ils étaient seuls. Yin suggère d'aller dormir en lui demandant de ne pas enlever l'armure parce qu'il ne l'a pas fait savoir qui pourrait entrer la nuit en disant qu'il monterait la garde pour qu'il puisse dormir en premier en mentionnant qu'il le réveillerait à minuit. Un peu plus tard Boris se réveille en remarquant son frère assis près du lit et lui demandant s'il n'était pas déjà minuit. En regardant de plus près, il voit des larmes tomber du visage de son frère, se demandant s'il rêvait parce que c'était la première fois qu'il le voyait pleurer et s'il devrait le consoler, mais il n'avait pas la capacité de le faire en retournant dormir sur le lit. Le jour, le protagoniste était monté à cheval à côté de son frère se souvenant de la nuit précédente. Bor pense qu'il n'avait jamais vu ce côté de son frère et se demande s'il devrait dire quelque chose, demandant quelle était le nom de cette fleur, se souvenant que dans le passé il racontait des histoires sur les fleurs, se demandant si Yevin avait oublié qu'au coucher du soleil, son frère avait dit qu'il ne pouvait pas voir la ville et il semblait qu'il le ferait. Je dois camper plus tard dans la nuit. Les deux se reposaient près d'un feu de camp avec un regard froid. Yevin se lève et demande à son frère de saisir son épée en disant qu'il les avait suivis là-bas mais qu'il avait quand même choisi d'être un lâche des buissons. Un inconnu, la figure apparaît, un homme avec une hache dans sa main apparaît avec plusieurs soldats à ses côtés. Iem mentionne qu'il avait beaucoup ses subordonnés pour le protéger en remarquant que le gars qu'il avait forcé à manger la soupe était également là. Mais l'autre, l'homme, dit qu'il n'était pas là pour aider cet homme mais pour obtenir cette épée. Yen pense que c'était prévu depuis qu'il l'avait. Il y a une chance qu'il n'ait pas fini cet homme en supposant que cela devait être une erreur de révéler son nom. Puis l'autre homme demande ce qu'ils attendaient en donnant l'ordre de les attaquer, chargeant rapidement les deux frères. Yen défend les attaques disant que c'était une épée qu'il n'aurait jamais eue en observant ses compétences. L'autre homme dit qu'il n'était pas mauvais du tout, demandant froidement si le garçon pourrait résister à son attaque. Yun semble attendre l'attaque mais il perd sa concentration alors une chaîne est enroulée autour de son épée. Un autre homme apparaît en disant qu'il était bon pour un enfant mais que tout était fini maintenant et il ne pourrait pas utiliser sa force dans cette situation.
Alors Yevin utilise la capacité de gel de son épée, ses chaînes qui finissent par se briser. L'autre homme dit que c'était un honneur d'être témoin de quelque chose qui n'était autrefois que des rumeurs, le pouvoir légendaire qui a gelé tout était réel, en mentionnant que regarder cette épée lui faisait saliver en pensant à ce qui arriverait s'il faisait quelque chose à son frère Jin. Est-ce que tous ses mouvements étaient exposés et qu'il ne serait pas difficile de les vaincre, mais il ne pouvait pas abandonner son frère. Boris dit à son tour que 12 ans n'était pas une courte période. Les gens autour se moquaient du garçon en lui demandant ce qu'il disait. Le protagoniste dit que cela signifiait qu'il savait quand il devait mourir et que ce n'était pas le moment. Irrité, l'homme dit qu'il le ferait voir si c'était vrai, se précipiter vers le pauvre garçon, mais il n'hésite pas un instant. Désespéré, Yen lui demande d'arrêter. L'autre homme dit au garçon de ressentir son arrogance, mais à ce moment-là, une flèche frappe le cou de l'homme qui tombe mort au sol. Tout le monde autour de lui, surpris, demanda ce qui s'était passé, se demandant rapidement d'où venait cette flèche. Yoon embrasse le protagoniste en le protégeant des flèches. Confus, le garçon ne savait pas non plus où se trouvaient ces flèches venant de l'arrière-plan. Une silhouette inconnue dit qu'il s'est très bien battu, puis un groupe de silhouettes étudiantes apparaît montrant une partie de son visage. L'homme dit qu'ils étaient leur sauveur et s'il ne pouvait pas le remercier un peu en soupçonnant ce groupe, le garçon les remercie en disant qu'il ne donnerait rien en retour. L'autre homme lui demande à son tour s'il avait quelque chose à leur offrir. Remarquant que toutes ces personnes d'avant avaient été tuées par ce groupe, Yudin pense qu'ils étaient très compétents, se demandant s'ils étaient alliés ou ennemis. L'homme dit qu'ils semblent être les enfants d'un homme riche et si leur père avait quelque chose à offrir, en disant il se contenterait de ce feu de joie. Ben Yevin les remerciant et mentionnant qu'ils semblent compétents en révélant leurs identités. L'homme à la capuche jaune dit que son nom était Si et l'autre plaisantait. Celui avec la moustache s'appelait Joël et les gens l'appelaient Evie. L'autre fille dit que son nom était Go et les gens l'appelaient Janie. Remarquant que les deux frères ne leur faisaient toujours pas confiance, l'homme dit qu'il pouvait diriger le feu de joie s'il le voulait, mais les deux ne le voulaient pas, en disant qu'ils pouvaient se reposer autour du feu de joie. Les deux frères se sont reposés avec ce groupe. L'autre femme tend une civière au protagoniste en lui demandant s'il ne voulait pas manger immédiatement, en disant que ce n'était pas empoisonné. En regardant les deux, la fille demande s'il était son frère parce qu'il était trop jeune pour errer dans ces terres désertes. Comme vous pouvez le voir, ils acceptaient du travail pour de l'argent et parfois est allé dans des endroits offrant du travail pour suffisamment d'argent, en demandant s'il avait entendu parler de la terre immortelle. Kanopo il y a longtemps était un royaume magique si prospère que la ville était enveloppé d'or, mais maintenant il n'avait plus rien à cause de la guerre et maintenant c'était une terre pleine d'esprits vengeurs et de morts. La terre mortelle est un endroit où les gens entrent vivants et reviennent morts. En observant le garçon, elle demande si cette histoire l'avait surpris et elle imaginerait des choses horribles à en juger par son expression. Yoon dit qu'il était pratiquement impossible pour elle de revenir vivante de cet endroit parce que cet endroit ne pouvait pas être entrée et sortie facilement. Il n'était pas étonnant que ce soit le nom que l'autre homme lui demande de regarder à cette flèche dans sa main, la pointe de ce quelque chose lui disant de faire attention à ne pas la toucher parce que c'était une flèche mortelle poison capable de tuer même les fantômes. Puis la femme lui demande d'arrêter avec ça parce que ce n'était pas comme s'ils étaient à Gapol, parce qu'ils ont juste traversé l'endroit en apportant des choses que les fantômes utilisent. Demandant aux deux s'ils voulaient quelque chose comme cadeau, montrant une bague en or. Elle l'attend au protagoniste. En regardant cette bague, Boris remarque des images sur lesquelles plusieurs personnes dansaient, en mentionnant que c'était très lumineux et qu'il n'avait jamais vu un cité d'or, mais il semblait être devant lui la poussière du sable qui brille sous le soleil, le géant doré pilier avec le toit de l'endroit. Tout cela était incroyable. Quelque temps plus tard, le protagoniste était apparemment à l'intérieur d'un hôtel. Le propriétaire de cet endroit les accueille. Dans cet endroit, les gens d'avant étaient aussi avec les deux frères. Puis l'homme dit qu'elle semblait fatiguée et la fille répond qu'elle a eu des problèmes plus tôt. En lui remettant une clé Ijin, elle dit qu'ils doivent être fatigués et devraient se reposer un peu. En acceptant l'offre, Ijin la remercie en montant les escaliers. L'homme leur souhaite bonne nuit et le protagoniste mentionne que cela a été une journée très fatigante, affirmant que Ijin dit qu'il pourrait se reposer un peu aujourd'hui car maintenant il ne devrait plus y avoir personne qui les suive. Un flashback de la vie de Boris apparaît avec quelqu'un l'appelait
C'était Vlad qui se tenait devant lui mais Boris ne savait pas qui il était, répondant qu'il était son oncle. Il a demandé si le protagoniste jouait seul en se demandant quel était ce jouet et s'il voulait lui montrer quelque chose de vraiment amusant en prenant le garçon. Il le soulève. Vlad dit qu'il n'oublierait jamais cela, se demandant ce qui se passerait quand cette personne le saurait à ce sujet tout en tenant toujours le garçon dans ses bras. Vlad se dirige vers un puits sur le point de placer le garçon à l'intérieur. Il supplie son oncle s'arrête avec un regard effrayant. Son oncle semblait n'avoir aucun remords puis Boris se réveille ligoté en arrière-plan. Son frère était également attaché en disant qu'il avait finalement été réveillé. Boris à son tour demande où ils étaient puis Yin dit qu'il devrait s'échapper rapidement car l'épée avait disparu. Confus, le protagoniste demande qui aurait pu faire ça. Cependant son frère commence à rire hystériquement en disant que Boris était encore un enfant qui ne connaissait pas le monde qu'il espérait ne serait pas comme lui à son âge, affirmant que les protagonistes auraient dû être éduqués par leur père au lieu de lui mais à partir de maintenant il était temps de rembourser ce qu'ils avaient reçu. Dans la zone de réception de cet endroit, Jeden jette l'homme à terre en disant qu'il n'avait pas de temps à perdre et il ne poserait qu'une seule question, demandant qui les avait attachés. L'homme dit qu'il ne voulait pas impliquer dans cela et il n'avait pas dit que Yevin pouvait se battre et au moins ses parrainages n'étaient pas sur lui. Confus, Jeden demande ce qu'il avait dit avant de dire que c'était bien le nom de gens auxquels le gang l'avait vendu El Cordable. Ces gens ont acheté des gens et les ont utilisés comme mercenaires jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur argent en mentionnant qu'ils viendraient bientôt le chercher. Ijin demande à son tour où cela se trouve. Le gang était alors l'homme informe qu'ils étaient à la taverne de Elmer et qu'ils repartiraient cette nuit-là parce que c'était l'heure à laquelle ils se déplaçaient habituellement avec une menace. Regarde, Ijin appelle son frère en disant qu'il était pressé. Quelque temps plus tard, le garçon a demandé au protagoniste de rester à une distance et tout surveiller. Yin pense qu'il devrait s'assurer de punir ceux qui l'ont trompé et son frère devait voyer tout cela en mentionnant qu'il voulait qu'il soit une personne gentille mais n'a pas eu le temps pour cela. Peu de temps après que Jeden soit entré dans le taverne, les gens autour discutaient d'une famille noble qui avait été complètement détruite. En observant deux personnes, qu'il se rend compte qu'il s'agissait de ces hommes d'avant et demande où les autres entraient dans le bar. Le garçon attrape une assiette pendant ce temps, il cache son épée en s'approchant de l'homme et lui demande s'il l'avait appelé mais l'homme ne savait pas ce qu'il faisait. En parlant de Ijin à son tour, il dit qu'une dame était dehors et lui demandait s'il le recherchait. L'homme dit que c'était très étrange. Alors qu'il était sur le point de terminer la phrase, il remarque le visage de la personne en face de lui. Soudain les deux devenirent désespérés puis il frappe cette plaque sur le visage de l'homme, dégaine rapidement son épée, perçant sa main nerveusement. L'autre homme demande qui il était, puis le garçon dit qu'il était là pour trouver son épée, mais l'homme n'était pas d'humeur à le faire. Conversation n'attaquant Yevin qui esquive facilement l'attaque de l'homme, il défend sa frappe en disant que ce n'était pas son affaire. Immobilisant l'homme, l'ORL dit qu'il n'était qu'un voleur et honté lui demandant de dire où se trouvait l'épée avant de couper son poignet, voulant également savoir où se trouvait Janaka pour répondre à l'homme qui dit qu'ils allaient vendre son épée pour l'argent. Commence à partir, l'homme dit que Janaka avec les gants noirs viendrait après sa tête en pointant l'épée à l'autre homme. Il dit qu'il savait déjà que cela arriverait et qu'il n'aurait pas dû tomber dans ce sale piège, puis il dit que Janaka négocierait l'épée mais c'était juste pour le montrer. Elle avait probablement prévu de le garder pour elle. L'arme principale de Rovak est une arbalète. Il doit donc insister pour vendre l'épée et partager l'argent. S'il se rendait à l'entrée nord du village vers minuit, il verrait un groupe de mercenaires et s'il le voyait là, il serait impatient de le remettre aux mercenaires en mentionnant qu'il faut se rappeler que Janaka était une femme dangereuse mais Yevin le regretterait certainement s'il perdait l'épée en tirant l'épée du poignet de l'homme. Le garçon dit qu'il ne se reverrait plus jamais la nuit. Le protagoniste et son frère marchaient sur une route. Yin semblait inquiet, puis il dit qu'à partir de maintenant, les choses ne feraient qu'empirer et il y avait quelque chose qu'il pourrait faire. Ça n'était pas seulement quelque chose que son père pouvait faire tuer des gens. Dans ses pensées, le frère de Boris n'était pas comme que supposons que tout cela se soit produit parce qu'il essayait de le protéger. En continuant à parler,
Ijin mentionne que lorsque vous avoir quelqu'un pour vous protéger finir par faire n'importe quoi même si cela signifie tuer quelqu'un affirmant que son frère devrait valoriser cela autant qu'il pourrait le faire Boris devrait tout faire pour son propre bien-être. Il devrait donc se valoriser davantage. Que n'importe quel trésor pour qu'il ne meure pas ou ne soit pas abandonné ou même blessé ou malade, il devrait survivre à tout cela endurer ce monde était douloureux mais même ainsi il devrait survivre quelque temps plus tard. L'un observait deux silhouettes encapuchonnées à la recherche de son épée, regardant sur le côté, Boris remarque un groupe de personnes, et Vin suppose qu'il s'agit des la cadavre de mercenaires cordables le commandant demande si elle avait des affaires à régler avec eux. Puis la femme se présente en disant que c'était un honneur, puis le commandant dit que vous vouliez une compensation parce que les personnes qu'il avait vendues avaient disparu, mais pour la femme, c'est leur faute d'être arrivés en retard et ils avaient juste fait leur travail même si l'homme voulait que sa valeur soit compensée sinon les deux devraient travailler pour eux. La fille à son tour s'irrite en demandant s'ils les ont sous-estimés l'homme dit qu'il était naturel de compenser les dommages en se demandant si ce n'était pas la première fois qu'il travaillait avec eux en mentionnant que cela mettrait fin à leur synergie parce qu'ils n'avaient pas rendu l'argent en remettant l'argent à l'homme. Il dit que ce n'était pas suffisant et que s'il ne payait pas ou ne travaillait pas, il les tuerait puis la femme dit qu'elle voulait lui poser une question et s'il ne leur demandait pas de travailler pour le reste de leur vie, l'autre homme lui demande à son tour si elle voulait pour devenir esclave. Puis le commandant mentionne qu'il les libérerait plus tard s'ils réussissaient bien lors de la première mission en disant qu'un médecin avait embauché 50 personnes pour un travail cependant 2 personnes étaient décédées et le contrat exigeait 50 rapidement la femme accepte en disant qu'ils avaient juste besoin de faire un excellent travail en remarquant que la femme avait enlevé sa capuche Eden voit l'épée sur son dos au-dessus du toit le garçon leur demande d'arrêter de lui demander si elle lui rendrait son épée. L'autre homme lui demande ce qu'il faisait là avec un regard menaçant, Yin les observe alors la femme mentionne que c'était bien parce que la personne qu'il recherchait était apparue en pointant l'épée sur la femme. Ijin demande avec une raison pour tout cela parce que c'était une nation sans esclaves. La fille dit que s'il a été attrapé pour ne pas avoir de talent, vous devriez simplement être obéissant en demandant comment il a fait DED pour essayer de enseigner aux autres en appelant le garçon un novice. Mais pour le protagoniste, elle était la novice parce qu'elle les avait surpris alors qu'elle dormait en se demandant si elle était fière d'avoir fait ça en se souvenant de tout ce qu'elle avait fait. Il appelle la femme une lâche en disant qu'elle avait exploité leur confiance et ne pouvait pas être appelée guerrier. Le commandant dit à son tour qu'il semblait qu'ils avaient des opinions différentes, puis la fille mentionne que comme les personnes disparues étaient revenues elles n'avaient plus besoin de travailler donc elles allaient prendre congé puis l'homme donne l'ordre pour qu'elles se battent à nouveau en disant de se battre à nouveau et de vendre l'idée qui perd et de ne laisser partir que le gagnant, quel que soit le perdant écrasé par le groupe quelque temps plus tard, le duel était sur le point de commencer, Yann a demandé à la femme de dégainer son épée, confiante. La fille dit qu'elle pourrait gagner en tirant l'épée du protagoniste, mais elle hésite car si elle sortait cette belle épée le commandant la prendrait certainement en tirant l'épée de son fourreau la fille lui dit de ne pas la blâmer après lui vendant l'attaque de Ijin qui parvient à esquiver surprise car elle était rapide la femme à son tour mentionne qu'il a trop parlé pour Navas en lui délivrant plusieurs attaques, le protagoniste observant le combat pense que son adversaire était très puissant et l'important était de récupérer son épée. En levant les yeux, il remarque l'ombre de quelqu'un dans le arbre se demandant qui c'était quand il regarde en arrière sur le duel. Il voit que son frère avait été attaqué devenant désespéré parce que de son frère cependant le garçon n'avait pas encore abandonné saisissant rapidement l'épaule de la fille il saisit son épée gelant complètement la femme. Tout le monde autour est surpris par ce que Ijin avait fait avec un regard effrayé, Ijin gagne. Duel le commandant dit à son tour qu'il peut partir puis le protagoniste serre son frère dans ses bras en arrière-plan l'autre gars se demande comment son compagnon a été vaincu en tirant sa croix corbeau il pense qu'il n'a pas d'autre choix que de le faire pointant son arme sur les deux frères au même moment son bras est transpercé par des poignards le commandant apparaît se demandant comment il a osé dégainer ses armes devant lui en appelant la personne dans l'arbre mais c'était une femme et
Le commandant lui ordonne capturer rapidement la fille avance sur cet homme exécutant une série d'attaques sur lui réussissant à l'immobiliser. L'homme se demande s'il le rejetterait après tout ce qu'ils avaient fait pour lui et si ses enfants avaient développé un lien maternel. L'instinct en lui-même si l'homme leur a demandé de se débarrasser de lui. Ijin à son tour mentionne qu'il semblait ne pas connaître la valeur d'une mère, se demande s'il aurait le courage de dire cela devant sa propre mère. Pendant ce temps Boris observe cette petite fille, la trouvant apparemment très belle, supposant que la personne qu'il avait vue dans l'arbre était elle. Peu de temps après que le commandant l'a appelé en lui disant qu'ils en avaient fini là-bas, en regardant en arrière, Janaka et son gang n'ont jamais demandé pourquoi ils s'enfuyaient en supposant qu'ils avaient des arrière-pensées depuis le début. Leur chevalier avait été tué et leur argent volé, mais au moins son frère était en sécurité et ils avaient récupéré leur épée. Dans ses pensées, quelqu'un a étranglé le protagoniste en se demandant s'ils étaient à nouveau poursuivis, demandant l'aide de son frère, mais celui qui l'étouffait était lui-même en train de réveiller. Boris pense que tout cela n'était qu'un rêve, regarde sur le côté et voit son frère se reposer en se demandant pourquoi il était allongé sur le sol de cette façon, mais il le laisse tranquille parce que tu dois être fatigué, en mitouflé en dormant à côté de lui. À ce moment-là, Yen se réveille agité. Le lendemain, Ijin et son frère apparaissent dans un magasin pour vendre des choses, montrant un objet qu'ils demandent combien cela pourrait valoir. L'homme mentionne que ce n'était pas mauvais et qu'il était bien conservé, mais qu'il était très vieux, offrant au garçon 300 pièces. L'ORL dit que la valeur était trop faible. L'homme s'est irrité, demande s'il pensait que cet objet était nouveau et s'il voulait obtenir une valeur plus élevée. Le seul choix était de voler, mais peut-être une vieille dame pourrait l'utiliser même si c'était démodé. Puis le NT accepte cette valeur. Quelque temps plus tard, le garçon achète divers aliments à manger pour son frère en mentionnant que tout cela semblait très bon. Le protagoniste se demande comment il pourrait manger cela en pensant que son frère n'a jamais rien vendu pour moins de 3000 $ et ce repas a été payé par la mémoire de sa mère, affirmant qu'il allait bien avec juste du pain séché et de l'eau. Je me demande combien de temps il le traiterait de cette façon. J'appelle son frère. Boris demande quand leur père les trouverait. Le garçon répondrait que cela prendrait un peu plus de temps. Il était sûr qu'il essayait de guérir ses blessures. Alors il devrait manger sa nourriture et s'assurer qu'il reste en bonne santé afin qu'il soit prêt à voir leur père quand il le pourrait. Puis le protagoniste dit qu'il avait raison, mais en observant son frère, il remarque qu'il a un regard triste. Quelque temps plus tard, pendant son sommeil, ce rêve continue de se répéter, se demandant pourquoi cela se reproduisait, mais quand il se réveille, il remarque que son propre frère faisait exactement cela à ce moment-là. Yévan tire le garçon et le jette contre le mur en observant l'épée. Ijin pense à l'attraper, puis le protagoniste serre son frère dans ses bras et se demande s'il le tuerait vraiment, ce qu'il faisait et si quelque chose n'allait pas avec lui, lui demandant de se réveiller, mais c'était aussi un rêve. Yévin à côté de lui demande s'il a fait un cauchemar en le regardant. Frère Boris se souvient de cette image de son rêve et devient désespéré à ce sujet, puis il commence à ressentir une douleur dans le dos. Rapidement, son frère se lève et demande si quelque chose n'allait pas avec lui, se souvenant à nouveau de son rêve. Le garçon est réticent à dire quoi que ce soit, mentionnant qu'il était tombé pendant son sommeil. Yajun Tour dit que cela arrive habituellement et qu'il doit être très fatigué, et comme ils se sont bien reposés ce jour-là, il repartirait quelque temps plus tard. Les deux frères se promenaient dans une forêt. Le protagoniste pense que ce n'était ni un rêve ni une illusion, mais il ne croyait pas que son frère était sain d'esprit quand il a essayé de le tuer. Ses mains étaient chaudes et humides quand il l'a étranglé et c'était comme s'il avait un de plus. Il semblait qu'il ne se souvenait pas de tout ce qu'il avait fait avant de se demander ce qu'il cachait. Alors le garçon demande si son frère va bien en disant oui. Il commence à s'éloigner un peu de Boris. Le garçon pense qu'il va vraiment, ça n'allait pas et ils étaient continuellement en déplacement sans demander de l'aide, se demandant s'ils allaient vraiment à l'interrogatoire de la succession de leur tante, son frère, si leur père viendrait les chercher, en lui demandant d'être honnête et de dire ce qui s'est passé, mais son frère demande lui d'attendre encore un peu. Boris pense qu'il y avait quelque chose d'étrange, rappelant le monstre géant qui avait envahi le manoir et l'autre qu'il avait attaqué au lac, en se demandant pourquoi ses souvenirs étaient si vagues et pourquoi il était vraiment allé au lac Emra. Alors Yévin dit que son père ne revenait pas il y a quelque temps.
il est allé à un endroit d'où il ne pouvait pas revenir mentionnant qu'il était avec Butler et Tulk donc il n'avait pas besoin de demandant à son frère de faire attention à ce moment-là une créature terrifiante apparaît derrière le protagoniste avec un regard pénétrant. Elle l'observe sur le point d'attaquer le garçon frère apparaît devant lui demandant de courir peu de temps après que le sang commence à jaillir en rappelant son nom ses paroles il mentionne que c'était l'esprit, il ne semblait ni mort ni vivant, mais ses yeux étaient comme des boules de feu en le regardant le monde l'esprit et frappa Yudin avec son énorme aile se demandant ce qui lui était arrivé après cela le garçon avait couru comme un lâche sans se retourner une seule seconde tandis que son frère, le protagoniste de cette attaque les deux frères se reposaient près d'un feu de camp et lui demandèrent à leur tour d'aller ailleurs quand ils se réveilleraient le lendemain. Jour mentionnant qu'ils ne pouvaient pas rester avec lui et n'avaient pas beaucoup de temps laissant le protagoniste complètement secoué par ces mots cependant le garçon il ne voulait pas être séparé de son frère en disant qu'il resterait à ses côtés jusqu'à la fin mais s'il restait avec lui Jin pourrait finir par le tuer. L'esprit du lac Emra était celui qui avait tué tante Yenny. Vous vous souvenez de sa tante comme quelqu'un qui était une personne bonne et gentille mais quand elle est revenue du lac, cette personnalité n'existait plus chez elle la voix était comme le cri d'un monstre une folie qui ne pouvait être libérée qu'avec l'option de la mort qui était la brève l'avenir qui l'attendait. Yevin a alors demandé à Boris d'essayer de tenir l'épée et de la balancer, mais elle était encore trop lourde pour lui Yevin dit que ce serait bien si son frère était un peu plus âgé et s'il pouvait au moins vivre assez longtemps pour l'accompagner de cette façon, il pourrait survivre par lui-même. Mais il ne pouvait pas grandir immédiatement alors que le temps qui lui restait passait rapidement, il pourrait bientôt finir par en lui faisant du mal. Le protagoniste surpris par ces paroles pense qu'il semblait sur le point de le laisser en train de plaider dans son pensée pour que son frère ne parte pas en disant qu'il s'en fichait s'il le tuait affirmant qu'il ne pouvait pas survivre seul et qu'il y avait d'innombrables personnes qui les poursuivaient et qui pouvaient être beaucoup plus fortes que celles qui les avaient précédées, alors il voulait se tenir à ses côtés. Puis Yin gifle son frère en lui demandant s'il avait oublié ce qu'il avait dit avant de lui dire de ne plus jamais dire qu'il mourrait à nouveau après son départ, il devrait devenir serrant fort le garçon dans ses bras. Yevin dit que personne d'autre ne le protégerait donc il ne pouvait pas se reposer dans une ombre il ne devrait jamais faire confiance à personne ni baisser sa garde face aux gens, tout le processus serait difficile mais cela vaudrait la peine de faire tout cela tant qu'il était vivant d'innombrables possibilités pourraient arriver en remettant l'épée à Boris le garçon dit que c'était tout ce qu'il voulait dire et s'il redevenait fou, il laissait Boris le tuer. Yin pensait que sa mémoire commençait à se fragmenter et il se demande ce qu'il ferait s'il ne savait pas qui il était. Le jeune homme commence à imaginer la possibilité de devenir fou et se débattant comme un monstre. Tout comme sa tante Janine ou même à cause de ce qui se passait, il aurait pu entendre son frère Boris, le véhicule électrique, expliquer ce qui se passait ce qui lui arrive et commente que lorsqu'il pensait que c'était le matin, il s'est rendu compte qu'il était déjà l'après-midi alors qu'il quittait le camp feu pour son camp le ciel de la nuit s'était déjà levé sans même qu'il ne s'en aperçoive en regardant la lune avec une expression vide la seule chose que Yin peut dire est qu'il devenait quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. Le jeune homme se dit qu'il avait très peur car ce qu'il craignait le plus était de souffrir et de voir le corps sans vie de son frère quand il a ouvert les yeux un peu après cet événement le soleil commence à se lever Boris, qui était parti sort un moment pour ramasser quelques branches, revient au camp et voit son frère allongé près d'un arbre, presque endormi. Le garçon il demande à Yevin pourquoi il ne dort pas un peu alors que cela faisait 3 jours que le jeune homme était toujours éveillé avec cette même expression vide le frère aîné ne peut pas croire que cela faisait 3 jours qu'il était réveillé notre protagoniste voyant que rien ne l'aiderait. Il pose simplement les bâtons sur le sol peu de temps après que son frère s'approche et déclare qu'il devrait garder l'armure de neige car il n'en avait plus besoin. Boris refuse rapidement en rétorquant qu'elle appartenait à Yevin cependant, le jeune homme l'informe que l'armure ne serait d'aucune utilité pour un homme mort alors qu'il prend l'armure dans ses mains. Le protagoniste ne sait toujours pas quoi dire à son frère sentant qu'il était dans ses derniers instants lui demande si le B pourrait promettre de ne jamais chercher à se venger, il explique que pendant une longue période,
D'innombrables nobles de traités ont déchiré se sont séparés dans des guerres de factions politiques et si seulement un côté avait choisi d'oublier ce ressentiment ou choisi de pardonner d'abord à l'autre partie que la tragédie n'aurait pas eu lieu, Yudin ajoute qu'à travers le différend entre son père et son oncle, tout est arrivé et pour cette raison, il a prié chaque jour pour que Boris ne soit jamais impliqué dans ces querelles de famille. Le frère aîné commente que le garçon grandira et continuera à vivre et à voir de nouvelles choses des choses et quand cela arrive. Il voulait que Boris oublie ce qui s'était passé jusqu'à ce jour et pardonne à son oncle après cette conversation entre les deux, mais tombe finalement alors que Boris faisait une sieste et continue toujours d'essayer de rester éveillé. Le jeune homme qui était presque en train de s'endormir se réveille et pense qu'il n'a pas pu dormir. Yijin continue d'essayer de lutter contre le sommeil jusqu'à ce qu'à un moment il s'imagine dans un champ de fleurs où son père et sa sœur l'appelaient. Boris voyant son frère allongé va vers lui en fermant les yeux et demande au jeune homme de dormir et de se reposer paisiblement. Le blond même après cela se réveille et voit Boris se retourner pour s'allonger et dormir. Il garde les yeux ouverts allongé sur cette herbe confortable. Soudain il voit quelque chose d'étonnant en regardant le ciel. Plusieurs étoiles filantes commencent à tomber. Gin se lève simplement. Enchanté par la scène, le garçon prend une décision et déclare dans son esprit qu'il sait maintenant ce qu'il peut faire pour son frère. Nous voyons une lettre écrite par Yijin disant à Boris qu'après une longue journée stressante, il était temps de se reposer et que les étoiles filantes avaient laissé une trace derrière. La lettre disait aussi que Boris ne devrait pas s'inquiéter et dormir bien car son frère le protégerait et personne ne le réveillerait. Boris sur le matin de ce jour-là, regardant de son côté, il a vu un trou et a immédiatement réalisé ce qui se passait. La lettre continue et Yijin déclare que lorsque Boris a peur du noir, il ne doit pas s'inquiéter car demain arrivera bientôt et il devrait oublier le monde difficile à l'extérieur. Le jeune homme demande également à son jeune frère de faire un bon rêve comme il lui fait toujours un bisou de bonne nuit. Puis finalement notre protagoniste atteint le fond de ce trou et voit son frère déjà sans vie. La lettre termine le Yijin en disant que tu seras toujours aux côtés de son jeune frère et que il faut se rappeler que s'il fait un bon rêve, la nuit passera en un instant. Nous remontons un peu avant que Yevin ne commette cet acte et nous voyons le jeune homme se rapprochant après avoir creusé le trou et regardant le ciel après avoir creusé tout cela à main nue. Le jeune homme reste à genoux pendant un moment, regardant simplement cette belle scène devant ses yeux. Il réfléchit enfin un peu plus à propos de ce qu'il allait faire et prend sa décision. Le jeune homme regarde en arrière et en voyant Boris dormir observe le garçon pendant un moment et son pauvre frère reste dans un sommeil profond sans même imaginer que quelque chose de tragique se produirait. Ce qui s'est passé cette nuit-là avant de quitter notre protagoniste, le frère aîné, s'assure d'ajouter plus de bois au feu pour le garder chaud et finalement il couvre le corps de Boris avec une couverture pour s'assurer que le garçon reste bien. Boris le remarque mais s'en va bientôt. Retour au sommeil et Yijin marche vers le trou. On voit qu'au milieu de l'excavation l'épée de glace était encastrée. Le jeune homme reste immobile devant lui, regardant simplement son destin cruel, puis il accepte tout et peu de temps après avec un sourire il se jette sachant que c'était la meilleure chose pour sa famille. Avec cet événement les oiseaux volent et nous revenons enfin au moment où Boris faisait face à cette scène. Le garçon remarque qu'à côté de son frère l'épée était dans une position différente. Avec un express plein de désespoir le pauvre garçon tombe à genoux et sans réfléchir il se rend compte que Yijin a probablement creusé ce trou à main nue et après s'être jeté sur l'épée, il a utilisé tout ce qui lui restait, la force de le sortir de son corps en larmes. Notre protagoniste se demande pourquoi son frère ne l'a même pas laissé faire quelque chose pour l'arrêter. Notre protagoniste enlève son armure glacée et la met sur le corps sans vie de son frère tout en déclarant que Yijin ne pouvait même pas vivre sa propre vie. Peu de temps après, il commença à enterrer à main nue le corps de son frère qui avait encore un regard paisible sur son visage. Après cela, le jeune homme jette de l'herbe dessus et demande à son frère de bien dormir. Jim sachant qu'il devait faire quelque chose à ce sujet, il ramasse l'épée internet et commence à marcher sans but dans une ville où nous voyons une femme noble blonde criant à sa femme de chambre en se demandant si elle allait vraiment continuer à porter ses vêtements avec ça. La servante tente d'expliquer qu'ils étaient à la campagne et que les vêtements que portait habituellement la noble femme étaient des vêtements sur mesure.
La femme blonde n'est pas satisfaite de cette réponse car n'importe qui pourrait porter ces vêtements et elle se demande comment elle pourrait porter une telle tenue de servante. La servante part en ville à la recherche d'un tailleur pour confectionner des vêtements pour sa maîtresse. Triste là, la fille pense que ce n'était pas de sa faute si les bagages sont tombés du wagon dans une flaque de boue, mais elle en souffrait quand même. La fille pense aussi qu'il n'était pas dans un amarrade mais a travé et se demandait où il pourrait éventuellement trouver une robe après un certain temps en se promenant dans la ville. La fille commente que peu importe où elle regarde, elle ne peut pas voir de boutique de tailleur et qu'elle devrait peut-être rendre visite à une couturière. Boris arrive en ville et certaines personnes commencent à bavarder à son sujet en se demandant pourquoi le garçon avait une expression si stoïque. Porter une épée, ces gens envient même Linné qui était gainé par le côté de Boris car il était très brillant. La servante blonde de la noble femme voyant cela remarque que le garçon semblait avoir son âge et ne pouvait pas croire qu'il se promenait avec cette épée dans sa tête. Elle dit que le pauvre garçon semblait vraiment fatigué et se demande où il allait. Elle se rend alors compte que le jeune homme s'arrêtait devant un établissement en y regardant de plus près. La femme de chambre remarque que cela ressemble à une taverne déguisée alors elle essaie d'avertir notre protagoniste. La fille s'approche de Boris et lui dit qu'il ne devrait pas entrer dans cet endroit de manière imprudente car le garçon n'avait aucune idée de ce qui pourrait arriver à l'intérieur et c'était très dangereux, toujours avec une expression dévastée. La seule chose que Gimon répond, c'est qu'il était bien et continue son chemin. Voyant cela, la servante se demande pourquoi l'expression du garçon était si lourde alors qu'il entre dans la taverne. Elle commente qu'il semblait qu'il avait une couche d'obscurité sur son visage à l'intérieur. Boris s'approche, le préposé s'excuse et la jeune femme l'accueille promptement. Le garçon, sautant toutes les formalités, simplement déclare qu'il aimerait une chambre. Le préposé demande s'il était seul et le garçon répond rapidement qu'il était. Alors elle choisit une salle commune et dit à Boris le prix. Elle explique comment nos protagonistes doivent se rendre dans la salle et mentionne que son lit était un peu petit mais que cela ne poserait pas de problème puisque le jeune homme était encore un enfant. Boris ne semble pas se plaindre et demande juste une chose de plus, il se demande s'il y avait un endroit prêt à cacher un enfant comme lui pour travailler. Le jeune homme commente qu'il n'avait pas besoin d'argent, juste de nourriture et d'un toit au-dessus de sa tête. Dans le dernier flashback de Yen on le voit avant de commettre cet acte à côté de son frère demandant au garçon de vivre, d'endurer et de survivre à cet hiver froid après que notre protagoniste dit que l'hôtesse pense que même s'il semblait vivre seul, il semblait toujours avoir une bonne vie. La serveuse répond qu'elle ne pouvait pas offrir beaucoup de choses au garçon mais elle pense que les mercenaires là-bas rencontrent un garçon iranien. Soudain une personne nommée Punin lève son main et appelle Tonia pour apporter une autre bière à la fille. Brice et demande juste une seconde puis elle informe Boris que le nom de l'homme est Punin et qu'il était le forgeron de cette ville. Tania ajoute également que Punin dit souvent qu'il a besoin d'un assistant donc le jeune homme devrait lui parler avant de partir. Tania demande le nom de notre protagoniste et se présente même hésitant car il ne fait confiance à personne. Le garçon se présente à nouveau après avoir parlé avec le forgeron pendant un moment. L'homme commente que Boris semble si mince et faible dans les questions s'il était capable de survivre au travail d'un forgeron. Notre protagoniste répond qu'honnêtement, il n'était pas sûr de ce qui devait être fait, mais qu'il avait de la détermination. Poutine est heureux car au moins le garçon n'était pas un menteur. Il dit aussi qu'il imagine que Boris n'est pas né dans une maison de paysans alors il demande dans quelle famille il vient de s'il y avait eu un conflit récent. Dans sa tête le forgeron pense qu'il a vendu des armes à quelques familles nobles récemment. L'homme se dit que les conflits se produisent souvent entre les familles nobles et la raison en est généralement lorsque l'un veut tuer l'autre pour obtenir ses biens. Donc si Boris a vécu un de ces conflits, il pourrait comprendre pourquoi il avait cette expression vu que Boris ne l'a pas fait. Je veux parler. Punin comprend rapidement mais il commente quand même que ce n'était pas important, puis le forgeron a demandé Boris viendra à la forge demain matin car il donnera du travail au garçon et s'il trouve cela trop difficile, il pourra partir. Tony arrive en disant que c'était bien qu'ils aient déjà réglé les choses et demande à Boris de remercier l'homme mais le garçon reste silencieux et hoche seulement la tête. Plus tard,
La jeune femme sert une assiette de nourriture au garçon et lui dit que c'était la soupe spéciale qu'il servait. Tania demande au pauvre garçon de la manger avant qu'elle ne refroidisse. Boris reste toujours silencieux et la jeune femme dit qu'il doit changer l'habitude de ne pas dire merci et il se sent reconnaissant d'entendre cela alors qu'il attrape ses ustensiles. Le garçon, bien qu'embarrassé, la remercie pour la nourriture, dit au revoir et peu de temps après demande garçon se repose alors qu'elle part allongée à côté de son épée après le repas. Notre protagoniste semble un peu réfléchi à quelque chose. Il pense que même si le forgeron fabrique des outils agricoles ou des armes, le travail sera certainement fatigant, mais il n'était pas vraiment inquiet à ce sujet. Le vrai problème était de savoir s'il pouvait faire confiance à ces personnes. Wary se dit que même les personnes qu'il considérait comme proches le trahissaient quand ils ont fait face à une crise et même les personnes qui l'ont sauvé avant de l'approcher ont volé son épée et l'ont vendue à quelqu'un des mercenaires. C'est pourquoi le garçon se demande si ces gens pourraient planifier quelque chose de similaire. Alors toujours avec cette pensée, Boris dit que le plus amical quelqu'un est le plus pourri que la trahison pourrait être. C'est pourquoi il était préférable pour lui de vérifier si la forge existait vraiment et si le forgeron était une personne digne de confiance. Lorsqu'il quittait la taverne, quelqu'un passait à toute vitesse sur un cheval. Alors idiot, les nobles renversent presque les gens dans la rue en leur criant de s'écarter immédiatement du chemin du jeune homme. Voyant Boris sur son chemin demande si le garçon était fou. L'enfant semblait perdu dans ses pensées avec une arrogance extrême. Les jeunes riches ne semblent pas essayer de ralentir pour éviter l'accident et continuent tout droit en déclarant que Boris devrait s'écarter. Boris ne réagit malheureusement pas assez vite et est heurté par le sabot du cheval qui sursaute. Notre protagoniste est jeté au sol blessé. Le crétin demande pourquoi le garçon a fait ça et s'il voulait mourir. Il déclare que si Boris restait sur leur chemin, il ferait mieux de se mettre à genoux et de demander pardon à tout le monde. Les nobles se rassemblent pour se moquer de Boris et les autres personnes présentes semblent reculer par crainte de ce qui pourrait arriver ensuite. Boris s'excuse d'avoir gêné ces gens mais déclare qu'ils ont eu tort de rouler si vite dans un endroit plein de gens. Le chef des imbéciles descend et un autre garçon riche le suit en commentant que le paysan avait besoin d'apprendre une leçon pour connaître sa place. La blonde sort alors un fouet et dit que c'est exactement ce qu'il pensait faire. Il commence à fouetter Boris à plusieurs reprises qui se recroqueville simplement protégeant son épée après avoir battu le garçon. Le crétin demande s'il a finalement compris comment fonctionne la vie recroquevillée. Boris pense que s'il était assez grand pour dégainer cette épée, il pourrait se défendre et si son frère Yévin était là, il pourrait le sauver comme il le voudrait. Aiguise son regard et constate que ses pensées sont inutiles. Le jeune homme commence à se lever et en voyant cela, les nobles sont impressionnés. Jim se dit qu'il doit se débrouiller seul car il est seul dans ce monde. Notre protagoniste se souvient aussi que son frère s'est sacrifié pour qu'il puisse vivre et donc il ne mourrait pas entre les mains de gens comme eux. Ailleurs on voit la même noble fille d'avant demandant à sa servante si elle n'avait vraiment pas trouvé la robe. Furieuse, la blonde crie qu'elle c'était ridicule et n'avait aucun sens car il n'y a pas de ville sans tailleur et elle se demande ce que les nobles y font. La princesse Aylor continue d'être irritée et sa servante essaie de s'excuser car malgré des recherches dans toute la ville, elle n'a pas pu trouver un endroit qui vend des robes. La femme de chambre pense également qu'elle n'avait vu aucun magasin de tailleur dans les environs et tout ce qu'elle a vu était un garçon qui avait probablement des problèmes sociaux. Soudain le père de la fille l'appelle Rose et lui demande s'il peut venir dans. La fille extrêmement excitée accepte immédiatement peu de temps après que le comte Géman apparaisse en montrant la robe et en disant qu'il l'a apportée pour sa fille. En recevant la robe, la jeune femme est complètement enchantée et déclare que son père est la meilleure personne du monde et lui demande ensuite de s'habiller rapidement car ils iront se promener dans la ville ce soir-là. L'homme mentionne également qu'apprendre et observer les traditions des autres pays sont un bon moyen de l'aider à grandir et Rose accepte rapidement. Plus tard, nous voyons le comte galoper avec son cours et une certaine présence autour de lui. Rose confuse demande à son père où il a eu cette robe car la Slia ne pouvait pas même trouver un magasin. Le comte explique qu'il l'a achetée à quelqu'un qui fait des commandes personnalisées et sa fille demande si les femmes nobles de ce pays ne portent pas de robe. Ganon explique qu'il n'y a pas de nobles et de trânes.
il semble intéressé par quelque chose et demande à son serviteur de prendre soin de sa fille, puis part immédiatement avec son cheval et ses serviteurs survoyant une scène, le comte s'irrite et ordonne à certaines personnes d'arrêter immédiatement. Nous voyons alors que ces personnes sont les riches imbéciles de la chapitre précédent qui battaient notre protagoniste. Le jeune homme complètement blessé serre son épée. Incapable de se défendre, certains paysans pensent que finalement quelqu'un capable d'arrêter ces gens était arrivé. La serveuse de la taverne et le forgeron sont également sur les lieux, confus par la situation. Le comte demande alors au délinquant pourquoi toute cette agitation. Il s'irrite immédiatement et commence à se disputer avec le noble en le traitant d'étranger. Blessé et complètement affaibli, notre protagoniste regarde la scène et gaiement ordonne à tous ces imbéciles de partir. Il refuse rapidement et même menacé le Néman qui tire son épée et déclare qu'ils ont attiré cela sur eux-mêmes. L'un des garçons riches assis sur un cheval demande s'il n'était pas trop vieux pour jouer le héros. Le crétin charge rapidement son adversaire qui le regarde simplement et se défend rapidement avec son épée, frappant l'arme de son adversaire et provoquant là le garçon perd l'équilibre avec la force de son attaque. Le comte parvient même à lancer l'épée du noble au loin. L'épée du garçon s'envole, atterrit enfoncé dans le sol et le noble pointe sa lame vers le crétin en lui demandant s'il est toujours voulu continuer. Le jeune homme avec littéralement une épée sous la gorge se rend compte qu'il est dans de gros ennuis. Désespéré, il ordonne tous ses amis se mettent à courir et traite le comte de misérable mendiant. L'un des assistants du comte ramasse Boris qui était par terre et le place sur son cours tandis que le comte demande si quelqu'un pourrait trouver un médecin. La serveuse de The Taverne qui avait aidé notre protagoniste plus tôt s'approche rapidement le comte et dit qu'il y a un pharmacien à 3 maisons de là. Rose était extrêmement inquiète et appelait son père. L'homme reprend sa fille dans ses bras et mentionne qu'il l'a inquiétée mais que tout allait bien maintenant et que personne ne sinon il verrait qu'il souffrirait des injustices d'un noble. Il dit également à sa fille qu'elle devrait garder cela à l'esprit et faire pareil. Cependant, en regardant Boris qui était complètement blessé, la fille ne peut que penser qu'elle n'aimait pas le sale les gens. Le lendemain matin, notre protagoniste commence à se réveiller dans un lit confortable. Le jeune homme, confus, se demande où il était et demande si ces fleurs sur le papier peint venaient de la chambre de sa mère. Jaman regarde sur le côté et rapidement se lève surpris en réalisant que son épée n'était pas là. Une femme était à côté de notre protagoniste et l'informe que son épée était sous son lit. Confus, le jeune homme demande où il était et tout en s'essuyant le visage, la femme explique qu'elle avait besoin qu'il reste immobile parce qu'elle allait vérifier ses blessures. La femme demande également où se trouve la maison de Boris et le garçon répond rapidement qu'il n'en avait pas. Alors elle demande s'il était un voyageur car il ne semblait pas en être un. L'ancien noble explique que même s'il avait une maison, il ne pourrait pas y retourner et ce n'est pas différent de ne pas en avoir une. La taille de la femme de chambre et demande s'il était un petit garçon avec une sorte de passé tragique puisque ce sont généralement les histoires de les enfants qui quittent la maison. Elle commente également que le comte l'a sauvé parce qu'il était gentil mais le garçon ne devrait pas déranger l'homme et devrait de retour chez lui. Boris devient extrêmement confus et le serviteur l'informe que c'était le comte Belnor d'Anamor qui Jim Camille, sauvé, arrive sur les lieux en portant des vêtements et demande si le petit garçon avait réveillé. La femme s'approche de Boris et l'examine pour une raison quelconque, puis elle dit que le garçon a été maltraité pour être resté dans ce type de l'auberge et c'est pourquoi Boris devrait se considérer vraiment reconnaissant que Ganam soit passé immédiatement après. Caméo remet également un ensemble de vêtements à notre protagoniste et lui demande s'il peut déménager, puis elle déclare que le comte voulait Boris est au dîner. Donc après s'être préparé, le garçon se dirige vers la table. Ganman accueille Boris et dit qu'il est heureux de en le voyant se lever et voir cela. Nos protagonistes ne peuvent que penser que la personne en face de lui est le comte Belnor, celui qui l'a sauvé. Nous voyons que sur la table il y a un énorme festin avec divers plats avec lesquels l'un des majordomes est arrivé encore. Plus d'assiettes de nourriture pour la famille tout en se servant lui-même. Le comte dit à notre protagoniste qu'une fois que Boris aura goûté la nourriture, il comprendra le vrai goût de BCR. Rose s'enthousiasme et commence à expliquer que ce sont des omelettes aux truffes faites à partir de truffes qui poussent dans leur territoire et ils sont assez célèbres. Le comte est d'accord et commente que le garçon doit être affamé alors il devrait manger le plus tôt possible en récupérant ses couverts.
Boris pense que cela fait longtemps qu'il n'a pas eu une telle repas complet. Il coupe l'omelette puis prend une bouchée. Le jeune homme adore la nourriture et le comte répond qu'il est content que Boris l'ait apprécié immédiatement après. Il demande à se présenter formellement et explique qu'il est le comte Belor de BCRW. Gagné dès que ce sont ses cheveux et fille unique de bord. Au milieu de ses pensées, notre protagoniste dit que maintenant que le comte a s'est présenté officiellement, il devra également se présenter. Le jeune homme se présente comme Boris Jim, pensant que puisque Belnay n'est pas de son pays, le comte ne saurait probablement rien de sa famille, même si c'est de manière inattendue. En entendant cela, le comte semble comprendre quelque chose. Il demande si Boris était de la famille la plus longue et le garçon est choqué d'entendre que la vache continue son explication et dit qu'il a entendu dire que c'est une célèbre famille de guerriers combattants à l'épée et il demande si la famille de Boris avait fait face à une sorte de problème. Notre protagoniste répond que son père était décédé et son oncle dirigeait maintenant la famille. En entendant cela, le comte suppose que les opinions politiques de l'oncle de Boris diffèrent des siennes. Le père du garçon et il demande si le garçon prévoit de partir car il doutait que Boris revienne. Le jeune homme répond seulement qu'il ne l'a pas fait avoir une destination en tête. Malheureusement, il confirme seulement qu'un certain forgeron a l'intention de l'embaucher, donc il pensait aller avec lui et le comte lui demande s'il était vraiment intéressé par ce type de travail. Boris répond qu'il n'était pas sûr et qu'il le ferait. Il faut travailler dur pour commencer à aimer ce genre de travail. Belnay propose une offre et demande à Boris ce qu'il en pense en allant à un arade avec eux. Jim se sent un peu hésitant à propos de l'offre soudaine et reste silencieux pendant un moment. Rose ne semble aimer l'idée et se demande si son père voulait vraiment amener ce garçon chez eux, mais l'homme répond que c'était la décision de Boris à prendre, il faisait simplement une suggestion. Boris confus demande pourquoi il a reçu une telle offre et répond qu'il dirait la raison, mais il a recommandé à Boris de ne pas écouter. Cependant le garçon insiste en déclarant que s'il y avait une raison derrière la suggestion, il aimerait entendre les détails. Du comte accepte et explique ensuite qu'il avait l'intention de faire bon usage du garçon. En entendant cela, Boris pense silencieusement à lui-même qu'il devait y avoir une raison pour laquelle cet homme était si amical. L'anime dit à notre protagoniste qu'il a déjà tout ce qu'un homme peut désirer. Il a une fille viable, donc il ne veut pas d'un autre enfant, mais contre sa volonté il a besoin d'un enfant de l'âge de Boris car il y a quelque temps avant la naissance de Rose il a fait un pari avec un certain ami. Le pari était que lorsqu'ils auraient des enfants et qu'ils auraient 10 ans, leurs enfants se battraient en duel avec des épées et le perdant accorderait la gagnant un souhait. Alors que le temps passait et que Rose est née, Ganon a oublié le pari. Mais l'année dernière, de nulle part, il a entendu des nouvelles à propos de cet ami qu'il n'avait pas vu depuis longtemps et il a appris qu'il avait 2 fils, bien que malheureusement l'aîné, cet ami, était un idiot après avoir découvert que le comte Ganon avait une fille qui avait soumis son plus jeune fils à un entraînement intense avec un instructeur expert en escrime. Donc si cet ami gagne, il pourrait demander la main de Rose en mariage à son fils aîné. Rose laisse immédiatement tomber son verre en s'exclamant que c'était ridicule. La fille demande à son père s'il est sérieux, comme elle n'a pas l'intention d'épouser un idiot. Amy demande à sa fille de se calmer et jure sur son honneur qu'il ne laissera pas cela se produire. Notre protagoniste confus souligne que comme il n'est pas le fils du vicomte, il n'a aucun droit à se battre dans ce duel et demande quel serait son rôle. L'homme explique alors qu'il dirait simplement qu'il a adopté Boris et l'a élevé dans une région séparée, le ramenant maintenant pour le duel. Ainsi Boris serait traité comme le fils du comte. Il dit aussi que si Boris gagne, il recevra une récompense sans précédent et même s'il ne le fait pas, il ne sera pas puni. On lui a juste demandé de quitter le territoire, mais le garçon est toujours confus et demande pourquoi il a été choisi alors qu'il y avait beaucoup d'autres personnes dans le village. Jaman dit aussi qu'il n'était qu'une personne au hasard. Le décompte a été aidé par la coïncidence et au-delà de cela l'homme ne savait rien de lui. La vache répond que même s'il pouvait trouver des dizaines de garçons ordinaires, ce ne serait pas facile de trouver quelqu'un qui a reçu une certaine forme d'éducation. L'homme l'informe également qu'une fois arrivé dans un amarade, Boris devra agir immédiatement comme s'il était le comte, d'adopter le fils d'Ed avec honneur et étiquette.
De plus la famille était l'une des familles de combattants à l'épée les plus célèbres et Bor avait sans aucun doute ce talent naturel en lui. C'est pourquoi le comte demande ce que Boris a pensé de la proposition et s'il se joindrait à eux. Le garçon réfléchit profondément réalisant que sa vie n'avait pas d'autres véritables enchères. Notre protagoniste se dit que s'il va avec le forgeron, il pourra vivre une vie paisible et tranquille et ce ne serait pas mal de vivre en cachant son identité par rapport à cet Anama qui est lointain et s'il y va, il devra faire face à de nouveaux défis et obstacles, mais ce faisant, il pourra quitter Travée qui c'était son objectif principal après tout, c'était cette terre qui a tué son père et son frère et il a perdu tellement de choses simplement parce qu'il est né là-bas après avoir accepté l'offre alors qu'il se prépare à partir. Le garçon commence à penser qu'il veut vraiment partir parce que ce pays est teinté de sang avant de monter à bord du chariot pour commencer une nouvelle vie. Boris regarde en arrière et se souvient de son frère lui demandant de survivre et ainsi il prend sa décision pendant le voyage. Nous voyons plusieurs voitures circuler sur un chemin de terre à l'intérieur de l'un d'eux se trouve notre protagoniste avec Caméa et Rose. La fille blonde regarde Boris en pensant que le garçon ne parle pas beaucoup et c'est incroyablement ennuyeux. Rose demande alors à Caméa lequel d'entre eux était le plus âgé et la femme de chambre répond qu'elle n'était pas sûre. Rose dit à Boris qu'elle sait qu'il a 12 ans parce qu'il l'avait déjà mentionné et elle a aussi 12 ans alors elle veut savoir qui est le plus jeune entre eux. Elle essaie de démarrer une conversation en pensant que grâce à cette interaction, il pourrait peut-être discuter un peu avant de rentrer à la maison, mais en coupant court à la conversation, la seule chose que Boris répond est qu'il s'en fiche, le garçon dit qu'elle pourrait être sœur aînée si elle le voulait et la fille devient extrêmement irritée, elle lui dit d'attendre et demande quand est son anniversaire puisque le sien est le 8 avril, il répond que son anniversaire est le 12 juin en entendant cela. La seule chose que Rose dit est qu'il est ennuyeux. Boris pour mettre fin à la conversation déclare qu'il le fera être son frère aîné mais Rose est assez confuse pensant que ce n'est pas comme ça qu'elle voulait que les choses se passent pendant le voyage. Une petite dispute éclate entre les deux et les querelles continuent pendant quelques heures un peu plus loin déjà dans le royaume d'un Amarade nous voyons un beau palais. Rose alors qu'elle sort de la voiture court vers sa mère là a une expression sévère et ne semble pas trop excitée par le retour de sa fille. Elle gronde rapidement la fille lui disant qu'elle ne devrait pas courir en portant une robe. Notre protagoniste sort également de la voiture en pensant qu'il ne pouvait pas croire à quel point l'endroit était lumineux et qu'il venait vraiment d'un pays si lointain. En regardant la famille Belor, le garçon se dit que personne ici, elle le reconnaîtrait. Avo demande à son mari si c'était l'enfant dont il avait parlé et l'homme répond que oui. C'est lui qui explique que le voyage de retour a été long et qu'il devrait donc rentrer pour terminer les présentations et Avo accepte que tous les serviteurs commencent à décharger les bagages de la famille des voitures et les transportent dans le palais. Plus tard, nous voyons toute la famille réunie dans une pièce avec Boris. La matriarche finit de boire son thé et raconte Boris, elle a reçu une lettre plus tôt, elle a donc une compréhension de base de la situation et vous devriez vous sentir à l'aise ici. Rose dit à sa mère qu'elle a toujours voulu un frère aîné alors elle a décidé qu'elle serait la plus jeune. Son père rit et demande à Boris s'ils étaient déjà si proches. Gaman dit aussi que pendant que Boris est là, il devrait l'appeler père et appeler à vos mères. En plus il doit se souvenir de sa nouvelle histoire. Il est le plus jeune fils de la famille Éluan le seigneur déchu de Vannes et du sud de Trane. Il est devenu le fils adoptif de Belnor à l'âge de 5 ans parce que leur famille était amie et Boris n'a reçu qu'un soutien financier de leur part mais a grandi avec son père après que sa mère soit décédée. Après cela, son père est également décédé, alors le garçon est venu au château de Belmore après avoir raconté cette histoire fabriquée que notre protagoniste doit mémoriser. Gany demande si le garçon a compris, il ajoute également qu'il y a quelques personnes dans le château qui connaissent un peu la situation de Boris, notamment Hugh le chevalier et Willa qui a pris soin de lui quand il était malade. Rose a fait une visite et les personnes qui étaient avec le comte quand il a aidé le garçon aussi connaissent une partie de l'histoire mais même ne connaissent pas toute la vérité et les seules personnes qui savent tout sont sa femme et Rose. Enfin le comte dit à Boris qu'il doit répondre aux autres selon ce qu'il vient d'expliquer et demande si le garçon a compris le seul mot qui sort de la bouche de notre protagoniste et qu'il a compris et
Le garçon pense que même si l'histoire était inventée, elle présentait certaines similitudes avec sa vie réelle. Le comte ordonne alors à sa femme de préparer une chambre pour Boris car il pense qu'il est préférable de ne pas l'éloigner de la chambre de Rose. Gaman mentionne également qu'il connaît un endroit parfait pour le garçon, la chambre du 2e étage dans la tour de la Lune. En entendant cela, Avo semble légèrement surprise mais elle accepte rapidement. Car c'était l'ordre du comte et Rose se demande si son frère va vraiment rester dans cette pièce. Le patriarche ajoute qu'il trouvera un instructeur pour enseigner à Boris l'escrime et jusque-là les garçons devraient se reposer et récupérer du long voyage. Pour conclure, le père de Rose demande à sa fille de montrer le château à Jim le lendemain. Comme le palais est grand et qu'il est facile de se perdre, Rose suggère alors à Boris d'avoir un serviteur et ça le père remarque fièrement qu'elle pense déjà au bien-être de son frère aîné. Le comte affirme qu'il avait l'intention de présenter Boris à les serviteurs le matin et il le laissera choisir quelqu'un qu'il aimerait avoir comme serviteur. En entendant cela, Jinan se rend compte que l'homme était vraiment le traitant comme un père, quelque chose dont il pouvait à peine se souvenir, qui s'était produit dans sa propre famille biologique. Plus tard, dans une pièce où nous voyons notre protagoniste assis sur le sol dans le coin d'un mur, il soupire doucement en pensant qu'il était enfin seul. Le garçon se souvient du moment où Rose lui a envoyé un message lui indiquant qu'elle lui montrerait la chambre dans laquelle il resterait le lendemain, mais pour aujourd'hui, il devait rester dans la chambre d'amis. Boris réfléchit que la chambre était vraiment agréable et se sent impressionné par l'infrastructure que la famille leur fournit pour les visiteurs. Il remarque également qu'il pouvait voir le chemin que la voiture dans laquelle ils voyageaient avait emprunté et se demande s'ils avaient traversé des forêts. Les muses voulaient savoir si ces forêts étaient semblables à celles où il jouait avec son frère Yevin. Le jeune homme a quelques flashbacks mais rejette rapidement l'idée en déclarant qu'il n'y avait aucun moyen que la forêt ici puisse être similaire car à Tran, seule l'herbe et les aiguilles ont poussé et le Conrad était plein de fleurs et les gens ici étaient chaleureux et amicaux. Le garçon dit que l'endroit n'est pas sa maison et qu'à partir de ce jour, il est un territoire inconnu. Boris est réveillé en sursaut par Rose qui lui demande s'il va bien. La fille explique que son père lui a demandé de lui faire visiter le château. Au début, elle lui montrerait où se trouve le château. Sa chambre était Rose dit aussi que si Boris la suit sans se laisser distraire et reste prêt, il ne s'en sortira pas perdu. Notre protagoniste reste silencieux écoutant simplement l'explication de Rose alors qu'il marche. La jeune fille l'informe qu'il y a 4 tours autour du château de Bellemort et que la tour de la Lune est au sud où se trouve sa chambre. Après une courte promenade, le rendez-vous est donné dans une grande et belle salle ouverte. Boris est accueilli par une énorme salle majestique et il demande si c'est vraiment là qu'il va rester. Rose, ravie de sa réaction, le confirme. Caméo arrive en s'excusant auprès de Lady Rose expliquant qu'elle avait été occupée et n'avait pas remarqué qu'elle s'était réveillée. La jeune fille blonde pardonne à sa servante et déclare qu'elle fera visiter les environs à Boris et qu'une fois elle les suivra à distance. En observant la situation de Jimon se souvient qu'il avait lui aussi des domestiques et des Tran, mais ils se sentaient tous comme une famille, contrairement aux méthodes de la famille Baylor. Après montrant la pièce massive, Rose lui montre enfin où se trouve son lit confortable. La fille commente également que certains des vêtements ont été accrochés dans l'armoire et qu'ils apprendront à Boris quand les porter. Rose explique à Boris que à l'exception de la chambre de ses parents, c'est la meilleure chambre du château et elle était censée l'avoir quand elle aurait eu 15 ans. C'est pourquoi elle demande à notre protagoniste de s'assurer de le garder propre pendant qu'il l'utilise. En remarquant cela, le garçon se rend compte qu'elle sait déjà qu'il partira l'année prochaine mais malgré cela elle agit toujours de manière très amicale avec cette Rose se sent fière d'elle-même car elle croit qu'elle a enfin établit une bonne relation avec son nouveau frère même si seulement pendant 1 an. La visite de la chambre de Boris continue et sur le balcon Rose mentionne que la pièce a vraiment une bonne vue comme le coucher de soleil est vraiment magnifique. Puis elle emmène le garçon dans la cuisine où elle lui présente le lait. Cuisinier se dirige ensuite vers la salle à manger et Rose explique à Boris qu'il mange généralement à une table près de la cuisine parce que la salle à manger est trop grande. Après avoir montré dans tout cela que la fille pense qu'il n'y a rien d'autre que Camille, cela lui rappelle une bibliothèque. Rose explique alors que son père est probablement en train de visiter différentes régions du pays.
Pour qu'ils puissent visiter la bibliothèque, les deux enfants s'y rendent et la fille blonde explique qu'il y a des tonnes de livres à cet endroit. En regardant autour de Boris tranquillement remarque qu'il sait bien ce qu'est une bibliothèque. Néanmoins il y entrait rarement car son père était toujours à l'intérieur et il pense qu'il est étrange de manquer à son père qui avait toujours été froid et distant, peut-être parce qu'il ne peut pas ne le voit plus. Rose crie soudainement après. Quelqu'un nommé Lancet pour lui demander s'il lit le livre du conte sans encore une fois. La jeune femme gronde le pauvre garçon en déclarant qu'elle ne pouvait pas croire qu'il s'était à nouveau faufilé pour lire ce livre. Elle devient furieuse et frappe la main du serviteur et lui demandant comment il a osé faire une telle chose. La princesse dit aussi que le garçon devrait connaître cet endroit et exige de savoir ce qu'il faisait là-bas. Rose pose son doigt sur le front de Lan et dit qu'elle lui dira père à ce sujet et au comte gardera un œil attentif sur lui. En voyant cette scène, Boris pense qu'il ne peut pas croire que serviteur s'est faufilé dans la bibliothèque en l'absence de son maître. Le pauvre garçon aux cheveux blancs s'excuse auprès du jeune dame admettant qu'il avait tort en analysant le jeune serviteur. Gimon pense qu'il a un héritier différent à son sujet comparé aux autres serviteurs et il garde son sang-froid. Même après avoir été attrapé, la fille pardonne au jeune. Le garçon dit qu'elle laissera passer ça aujourd'hui parce que Boris est là, mais si elle attrape à nouveau Lan, elle le lui dira en effet. Père, le garçon aux cheveux blancs Bose remercie la dame et commence à partir. En passant Boris, le protagoniste remarque quelque chose d'étrange dans la présence du garçon. Boris pense que ce jeune homme ne semblait pas être issu d'un amarade comme lui. Après la visite, nous voyons le comte et Boris debout devant plusieurs serviteurs. Gigement présente Boris de Belor au le personnel déclarant qu'il est son fils adoptif depuis 7 ans, le comte explique que son fils vivra dans le château à partir de ce jour-là, il s'attend donc à ce que tout le monde le traite avec le même respect et le même soin qu'il montre à Rose. Le comte mentionne également que le garçon aura besoin d'un serviteur, il demande donc à Boris de choisir quelqu'un. Lindet et Boris échangent des regards et Boris a déjà quelque chose en tête dans ses pensées. Boris se rend compte qu'il ne peut pas être certain de ce qui va se passer ou quelles erreurs il pourrait faire, donc avoir quelqu'un de son âge pourrait être une bonne chose car il est susceptible de négliger certaines situations. Il se dit aussi que quelqu'un d'un peu plus serait plus facile à tromper que quelqu'un d'intelligent, mais il est curieux de quelque chose. Boris se demande pourquoi il est si intrigué par le garçon qu'il a rencontré dans la bibliothèque alors qu'il avait un aura différente par rapport aux autres personnes présentes. Le jeune homme dit alors à son nouveau père qu'il aimerait que quelqu'un de son âge gagne. Après réfléchissant un instant, informe Boris que le garçon au bout du fil s'appelle Lani et il demande si son fils veut ça. Le serviteur, le garçon accepte immédiatement. Gamy appelle Lancet en avant et le jeune garçon aux cheveux blancs s'approche de son maître. Le petit garçon s'incline devant Boris et se présente comme Lan. Rosen crie le comte puis présente Boris comme le jeune maître et demande à Lan de faire de son mieux tout en le servant. L'aîné accepte simplement sans ne montrant aucun signe d'insatisfaction. En regardant dans les yeux de son nouveau serviteur, Jim pense que le garçon semble être un simple serviteur mais il ne détecte aucune trace de respect dans sa voix et se souvenant de la réaction de Rose plus tôt, Boris pense qu'il comprend pourquoi elle s'est comportée comme elle l'a fait avec la colophane, puis dit à Boris qu'il l'emmènera dans sa chambre et mentionne qu'il y a quelque chose dont il veut discuter avec son maître. En arrivant dans la luxueuse chambre Yus, le garçon aux cheveux blancs demande à Jim de s'asseoir. Notre protagoniste, après s'être assis, il mentionne qu'il a un peu soif et Lance le sert rapidement. Après avoir bu l'eau, Boris pose le verre sur la table et demande ce que son serviteur voulait lui dire. L'aîné explique qu'il enseignerait d'abord, lui parle de la famille du comte. Il informe alors Boris que Maître Ganant patrouille le pays une fois tous les 10 jours et voyage à l'étranger tous les 2 mois, la durée de ces voyages étant incertaine. Cray rapporte également que cela est tout. Le comte voyage le plus souvent et il visite également